et à tous. Bienvenue à Avignon, à la Chambre d'agriculture, dans le cadre du salon Medagri Tech & Bio Online, pour cette conférence qui est très importante pour l'agriculture de cette région, parce qu'effectivement, c'est un thème sur lequel nous sommes déjà très fortement engagés et pour lequel il faut qu'on avance encore, parce qu'effectivement, ces signes de reconnaissance HVE montrent bien la volonté de notre agriculture très diversifiée, très engagée dans des démarches qualité, avec déjà une part en bio très importante. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue sous ce format un peu particulier imposé par les règles sanitaires que nous connaissons. Mais nous avons réussi en quelques semaines à modifier un événement qui était prévu en présentiel en tout numérique. Et je peux vous dire que je suis très satisfait en tant que président de la Chambre régionale qui porte cette organisation, et je remercie tous les partenaires et tous ceux qui ont œuvré pour que cette manifestation puisse se faire dans ce sens-là. Et je vous souhaite à tous une très bonne conférence ce matin et que l'agriculture de cette région, qui est en perpétuel mouvement, continue d'avancer pour que nous puissions encore demain être présents sur le terrain, sur les marchés, auprès des consommateurs, pour répondre à tout cela. Donc merci à vous tous pour le travail que vous avez fait, et je suis conscient et sûr de la qualité du travail, des travaux que vous allez mener ce matin. Merci et bonne réunion. Je vous passe la parole, monsieur le directeur. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci pour votre invitation à ce salon Medagri Online. Bravo pour la façon dont vous avez rebondi par rapport à l'actualité qui nous concerne. Je sais que c'est un très gros engagement pour l'équipe des chambres d'agriculture, ce salon. Merci pour votre invitation. Donc effectivement, merci aux organisateurs aussi de la table ronde d'aujourd'hui, Madame Arnaud, Madame Damagel, Madame Regaldo, Monsieur Bouvard et Madame Macaire. Donc le sujet de la certification environnementale, haute valeur environnementale. Pourquoi une certification ? C'est une certification qui vise à faire connaître et à valoriser les bonnes pratiques des agriculteurs pour rendre leur démarche de progrès plus lisible pour la société, pour le consommateur, suite à plusieurs démarches de progrès qui avaient été initiées dans les années 2000. Donc l'idée, c'est de fédérer ces démarches autour d'exigences et d'objectifs communs dans une démarche de progrès. Donc le dispositif, sans le déflorer, puisque Madame Damagel va le préciser après moi, d'une part, il est applicable à tous les systèmes de production. D'autre part, c'est un dispositif, on va dire, systémique, c'est-à-dire qui s'applique à l'ensemble de l'exploitation et pas seulement à l'une de ses productions. Et il porte sur 4 domaines environnementaux: la biodiversité, la stratégie d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, la gestion de la fertilisation et la gestion de la ressource en eau. Et bien sûr, ce sont des thématiques qui font particulièrement écho dans la région PACA. Donc le dispositif, il est bien sûr volontaire, il est progressif sur 3 niveaux. Je pense que l'ambition qui nous anime aujourd'hui, c'est bien sûr d'arriver au niveau 3, c'est-à-dire au niveau haute valeur environnementale, où on passe d'une obligation de moyens à une obligation de résultats qui sont fondés, mesurés sur des indicateurs de performance. Ces efforts de l'agriculture, des agriculteurs sont valorisés par un logo haute valeur environnementale, et ce logo peut être apposé bien sûr sur les produits bruts, mais également sur les produits transformés dès lors qu'ils contiennent plus de 80% de produits issus d'exploitation certifiées haute valeur environnementale. Alors c'est une démarche qui connaît une très forte dynamique, que ce soit au niveau national ou au niveau de la région, puisque au 1er janvier 2020, il y avait 5400 exploitations certifiées au niveau national, et qu'en PACA, il y en avait plus de 400, alors qu'on était à 100 un an plus tôt. Donc on voit un rythme de progression très soutenu. Une dynamique soutenue et
appuyé par le souhait du gouvernement qui a émergé à l'occasion des États généraux de l'alimentation, où il avait été évoqué dans plusieurs plans de filière. La dynamique a été confortée par le plan biodiversité qui a fixé un objectif chiffré, à savoir 15 000 exploitations certifiées à l'horizon 2022. Et quand on voit qu'on était déjà à 5 000 début 2020, c'est un objectif qui paraît tout à fait atteignable. Et puis la loi EGalim a également introduit des leviers pour développer la certification environnementale, en particulier en provoquant un important appel d'air par la restauration collective de services publics qui, par la loi, a un objectif chiffré en 2022 de recourir à 50% de ses achats en produits durables et de qualité. Et dans les produits durables et de qualité, il y a les produits couverts par, les produits sous signe officiel de qualité, mais aussi les produits HVE. Cette dynamique est confortée par le plan de relance de l'État, puisque parmi les mesures est prévu un crédit d'impôt HVE à destination des exploitations certifiées d'un montant de 76 millions d'euros sur 2 ans, 2021-2022. Alors la mesure est en train d'être écrite, mais elle sera probablement assez similaire à la mesure au crédit d'impôt bio qui existe par ailleurs. Et au-delà de ce dispositif spécifique sur la haute valeur environnementale, il y a d'autres mesures du plan de relance qui concourent au développement du HVE. D'une part, la prime à la conversion des agroéquipements, c'est-à-dire la réforme de certains matériels anciens d'utilisation de pulvérisation des pesticides par des matériels, alors soit plus performants, puisqu'ils vont être plus précis dans leur application, soit carrément des matériels de substitution, notamment pour le désherbage, qui vise un désherbage mécanique à la place d'un désherbage chimique. Donc cette mesure permet notamment d'atteindre les objectifs de stratégie phytosanitaire, de diminution des produits phytosanitaires qu'on a vu, qui sont un des 4 objectifs de la certification HVE. Et puis deux mesures là qui sont plus associées au développement de la demande, qui sont l'accompagnement des cantines scolaires des petites communes à atteindre les objectifs de la loi EGalim. Donc cette mesure est dotée de 50 millions d'euros au niveau national, puisque bien sûr, il peut y avoir à la fois un surcoût sur les achats, mais aussi un accompagnement pour aider les cuisiniers de restauration collective à modifier leurs pratiques. Et puis une enveloppe pour financer les projets alimentaires territoriaux en passant d'une logique, on va dire, d'émergence à une logique d'investissement. Et dans les projets alimentaires territoriaux, qui sont très dynamiques dans la région, il y a des actions tournées vers l'atteinte des objectifs de la loi EGalim, donc les 50% de produits durables et de qualité. Donc ces mesures indirectement vont aider à l'appel d'air qui est très significatif sur la certification haute valeur environnementale. Voilà, donc je vais laisser la parole à Madame Davingel, qui va nous présenter le dispositif et le cahier des charges, et puis après, place au débat. Donc, Emmanuelle Davingel, je suis chargée de mission à la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et je suis aussi l'animatrice régionale PACA sur la démarche HVE. Donc, je vais vous parler de la démarche haute valeur environnementale. Hop, je vais revenir au début. Voilà. Donc, la démarche haute valeur environnementale, qui est donc une démarche nationale qui fonctionne sur 3 niveaux, comme nous avons pu l'entendre il y a 2 minutes. Donc, un premier niveau qui est la conditionnalité, donc tout ce qui va être réglementation liée aux aides de la conditionnalité, donc une base de réglementation européenne.
Un second niveau qui va être un respect d'un cahier des charges avec un certain nombre d'exigences, mais également et surtout la possibilité à des cahiers des charges existants de faire valoir leur niveau de certification, donc leur respect de la conditionnalité et leur démarche environnementale auprès donc des services de l'État qui va valider pour elles ce niveau 2. Et ensuite, un niveau 3 qui est là qui nous permet d'atteindre la haute valeur environnementale selon 2 axes, donc que l'on va détailler dans 2 minutes. Il faut savoir que le niveau 2 est un niveau facultatif, c'est-à-dire que les cahiers des charges qui ont déjà un niveau 2 passent du niveau 2 au niveau 3 sans valider le niveau 1. Et pour les entreprises qui n'auraient pas de cahier des charges correspondant au niveau 2, valident le niveau 1 et passent directement au niveau 3. Cette démarche est basée sur l'ensemble de l'exploitation. On ne va pas valider simplement une culture, on va regarder l'ensemble des cultures et des pratiques de l'exploitation pour pouvoir valider à terme ce niveau 3. Donc, par rapport au niveau 1, comme je vous disais, le niveau 1, c'est le respect des règles de la conditionnalité, donc une base de réglementation européenne. Elle va se formuler en trois étapes. Une première étape qui va être basée sur toute la réglementation liée aux bonnes conditions agricoles et environnementales, et ainsi qu'à un point sur tout ce qui va être réglementation environnementale avec Natura 2000 et les directives oiseaux ou directives habitat. Donc, on va vérifier auprès des exploitations qu'elles respectent bien tous ces points pour pouvoir valider cette partie-là. Ensuite, il y a une deuxième partie qui va être tout ce qui est santé publique ou santé animale, avec tout ce qui va être gestion des registres d'élevage, mais également gestion des applications phytosanitaires. Et le dernier niveau qui va parler plutôt, qui va être vraiment strictement lié à l'animal, sur tout ce qui est bien-être animal, et notamment voir comment sont logés et comment sont accompagnés ces animaux pendant leur vie d'élevage. Voilà, donc ce niveau 1, il y a 2 façons de la valider. Il y a soit au cours d'une formation, donc l'agriculteur vient, suit une formation, valide qu'il est bien conforme avec le conseiller sur les différents points réglementaires et il peut valider son niveau 1. Ou alors il fait appel directement à un conseiller de système de conseil agricole, un conseiller SCA, qui va aller sur son exploitation et qui va valider avec lui son niveau 1. Le niveau 2, comme je vous disais, ça permet d'être validé grâce soit à un référentiel existant, soit à l'utilisation d'un cahier des charges validé par l'État. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, l'ensemble des cahiers des charges valables pour ce niveau 2 est téléchargeable sur le site de la DRAF-PACA ou sur le site du gouvernement sur agriculture.gouv. Donc, ce point est facultatif. Le niveau 3, enfin, c'est uniquement ce niveau 3 qui nous permet de valider la haute valeur environnementale. On ne peut pas prétendre à la haute valeur environnementale en validant le niveau 1 et le niveau 2. Il faut vraiment attendre ce niveau 3. Donc, 2 façons de valider, soit par une option A avec des indicateurs techniques, soit une option B avec un indicateur technique et un indicateur économique. Donc, on va partir sur l'option A. Donc, l'option A avec un indicateur technique, vous avez 4 indicateurs techniques, un biodiversité, un phyto, un fertilisation, un eau. Et il va falloir valider un certain nombre de points par indicateur. Donc, au niveau de la biodiversité, on va regarder la valeur biodiversité de votre exploitation. Donc, on va regarder vos haies, on va regarder les bandes enherbées, on va regarder également la biodiversité des espèces de l'exploitation, on va regarder si vous avez des ruches. Donc, on va vraiment essayer de voir également les espèces animales et végétales. On va essayer d'avoir vraiment une vision globale de l'impact biodiversité de votre entreprise. Pour la partie phytosanitaire, là, on va se focaliser vraiment sur les applications phytosanitaires et les non-applications phytosanitaires. On va dire qu'on va regarder les surfaces qui ne vont pas être traitées. On va regarder également les indices de fréquence de traitement. Essentiellement aujourd'hui sur les vignes et sur la grande culture, mais une évolution du cahier des charges va très certainement faire entrer d'autres cultures dans cet onglet-là. Ensuite, ce qui va être valorisé, ça va être toute utilisation de méthodes alternatives. Donc vraiment, là, dans la démarche HVE, on va valoriser le fait d'utiliser des méthodes qui nous permettent de ne pas utiliser de produits phytosanitaires. On va regarder différents points comme la diversité variétale, des variétés plus ou moins résistantes, l'enherbement, le recyclage des eaux d'irrigation.
Voilà, plein de points différents qui permettent à l'exploitant, selon sa façon de travailler, de valider plus ou moins de points et d'atteindre la validation au niveau du phytosanitaire. Au niveau de la fertilisation, donc là, la fertilisation, ce qu'on va regarder, c'est l'impact de l'azote sur l'exploitation. Donc, on va faire avec l'exploitant ce qu'on appelle un bilan azoté, donc l'état de ses entrées et l'état de ses sorties, pour voir ce qui va rester dans le sol. Et il y a des valeurs à ne pas dépasser. Et voilà, donc moins on va laisser, on va dire, d'azote dans le sol après la récolte, plus on gagnera de points. On va également valoriser tout ce qui est couverture du sol avec les légumineuses et les surfaces de la surface agricole utile qui ne seront pas fertilisées. Et enfin, la partie sur l'eau. Donc l'eau, on va regarder l'utilisation de l'eau. Donc on va partir sur un raisonnement de l'utilisation de l'eau avec quelles sont les quantités que vous utilisez, d'où provient l'eau, quelle est la source de cette eau, est-ce qu'elle provient d'un système renouvelable et quelles sont les méthodes d'irrigation que vous utilisez. Est-ce que vous mettez du goutte à goutte, plutôt du gravitaire, voilà. Donc ça va vraiment, on va calculer tout ça avec l'exploitant pour valider 10 points dans la partie eau. Donc là, l'objectif, c'est de valider 10 points sur les 4 indicateurs que je viens de vous énumérer. Ils ne sont pas pondérables les uns avec les autres, donc il faut vraiment avoir au moins 10 points pour chacun de ces indicateurs pour pouvoir dire qu'on est haute valeur environnementale de niveau 3. L'autre possibilité, c'est l'option B avec des indicateurs économiques. Donc, on va valider malgré tout quand même la partie biodiversité parce qu'on est sur une démarche haute valeur environnementale, donc la partie biodiversité est fondamentale. Mais ensuite, au lieu de partir sur les indicateurs techniques, on partira sur des indicateurs économiques avec un ratio de 30% des intrants sur le chiffre d'affaires qui ne doit pas être dépassé. Donc, si le conseiller qui vous accompagne vous dit que vous avez validé soit l'option A, soit l'option B, vous pouvez prétendre à la haute valeur environnementale et faire intervenir un organisme certificateur qui vous validera. Donc, cet accompagnement peut être soit individuel, soit collectif. Donc, vous pouvez être soit certifié de façon individuelle, soit certifié de façon collective avec un organisme qui vous soutient, comme c'est le cas notamment de personnes autour de la table ronde aujourd'hui. Et les audits se déroulent en 3 phases. Vous avez un audit initial en année N, un audit de renouvellement au bout de 3 ans et un audit intermédiaire de suivi au bout de 18 mois. Voilà, donc cette présentation a été faite dans le cadre d'un partenariat régional avec la région Sud-PACA, entre la coopération agricole Sud, Sandrine Regaldo, mais également moi-même, et donc en tant qu'animatrice régionale Chambre d'agriculture, et ainsi que la DRAF PACA. Nous avons également réalisé une enquête auprès de la production, mais également de l'aval, sur les besoins en haute valeur environnementale, en production, mais également les besoins en accompagnement. Cette enquête est téléchargeable sur le lien de la conférence, mais également sur les différents stands de Chambre et Coopération Sud lors de Médagri. Je vous remercie. Bon, on va passer maintenant à la table ronde. Donc, on a une belle table ronde avec toutes les filières pratiquement qui sont représentées. Et on a aussi donc des personnes de la restauration collective et un grossiste. Et l'INAO. Alors, on va commencer donc par un éclaircissement supplémentaire, puisque vous avez vu les 2 exposés donc ont permis de voir qu'est-ce qu'était bien la HVE. Mais il y a souvent une autre question qui se pose, puisque la HVE, elle est basée effectivement sur une certification environnementale. Et beaucoup se demandent quelle est la différence avec l'agriculture biologique. Est-ce que cette nouvelle certification vient remplacer ou vient compléter? Donc, je vais poser la question à Olivier Nalest, à l'INAO, qui est responsable, qui est président de la commission agriculture biologique à l'INAO, de nous répondre sur ce point. Réponse simple et évidente. Le problème, c'est que c'est 2 outils différents. Comment l'expliquer? Ces 2 outils qui ont 2 promesses différentes. Et ça, c'est la grande difficulté, le grand enjeu des années à venir sur le HVE et sur l'agriculture biologique. Ça va être la compréhension par le consommateur de ces promesses. Et c'est des promesses qui, bien sûr, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Il n'y a d'ailleurs pas d'équivalence aujourd'hui entre la HVE et l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'un producteur bio qui souhaite passer en HVE doit répondre au référentiel HVE à côté du référentiel bio. Donc on ne peut pas dire ah ben, du coup je suis en bio, je vais être HVE. Non,
Alors après, on est en train de travailler au sein de l'Institut à mettre en place des passerelles qui permettront, je l'espère, assez rapidement de pouvoir avoir des audits conjoints, qui permettront aussi d'éviter qu'il y ait 2 auditeurs qui viennent. Alors c'est un débat national. Il est aujourd'hui a priori acté que, notamment dans les réflexions futures liées à la loi Egalim, donc rappelé M. Lannes tout à l'heure, qu'il n'y aura pas de discussion sur le fait qu'un producteur en bio sera équivalent à CE2, pas HVE, faire très attention aux mots, donc sera une équivalence certification environnementale niveau 2, qui est ce qui est envisagé. Je fais juste une digression là-dessus. Vous savez qu'il y a un article 48 dans la loi Egalim qui, théoriquement, je mets le mot théoriquement parce que aujourd'hui, il est apparemment pas si simple que ça, que la loi française s'impose à la loi européenne, mais théoriquement, d'ici 2030, l'ensemble des producteurs sous signe d'identification AOP, IGP et sous signe de qualité label rouge sont censés être au minimum, a priori, certifié équivalent, certifié environnemental niveau 2. Il devait y avoir un décret qui devait préciser tout cela et qui est prévu avant fin 2021, dont nous avons le sentiment qu'il est un petit peu, je dirais, perdu dans des limbes juridiques, donc je ne vais pas m'avancer sur ce sujet-là. Mais par contre, dire qu'il faut aujourd'hui, et pour répondre à votre question, il faut bien expliquer aux consommateurs la différence et la promesse différente que font ces 2 signes. L'agriculture biologique est basée sur un référentiel sans intrants, on va dire chimiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même l'une des bases fondamentales. La promesse du HVE, et le nom veut bien dire ce qui est, haute valeur environnementale, c'est-à-dire que j'ai une action à travers mon exploitation qui n'altère pas la valeur environnementale de mon milieu. C'est assez compliqué. On a eu un débat il y a peu au sein de l'Institut qui, pour la petite histoire, le ministère vient de lui confier la gestion du contrôle des organismes certificateurs de HVE et la protection de la marque. C'est tout récent, ça date d'hier. Donc le ministère garde la gestion du HVE, mais l'Institut l'INAO va gérer notamment le suivi des organismes certificateurs. Et c'est vrai que dans ce débat, on se pose des questions. Comment expliquer aux consommateurs? On a vu il y a je crois que c'était la semaine dernière, déjà des ONG commençaient à attaquer la HVE en disant « Regardez, ces produits, c'était bien sûr sur du viticole et du viticole bordelais qui sont toujours en ligne de mire des agressions de ces ONG. Ces vins ne sont pas exempts, et en plus, pour ceux qui ont vu l'étude, c'était d'une certaine mauvaise foi parce que il y avait des traces absolument totalement conformes, mais ça montrait bien qu'il n'y a pas la compréhension du fait que l'HVE autorise l'utilisation de phytosanitaires raisonnés. Emmanuel l'a rappelé tout à l'heure, dans le référentiel, il doit y avoir une utilisation raisonnée des phytosanitaires, des PPP, comme on dit, mais avec aussi, je dirais, une faiblesse qui est qu'il n'y a pas d'interdiction des CMR. Je vous rappelle, les CMR, c'est les cancérigènes, mutagènes, etc., qui sont les produits les plus en ligne de mire actuellement et que aujourd'hui le référentiel HVE ne l'interdit pas. Donc, expliquer ça à un consommateur, et ça va être tout le pari et l'enjeu du HVE si on veut qu'il ait une crédibilité dans le temps et si on veut surtout que le système n'implose pas par la voie médiatique, qui est la voie beaucoup plus forte et beaucoup plus dangereuse que la voie réglementaire. L'explication, il va falloir qu'on arrive à expliquer. Aujourd'hui, on a lancé la grande distribution en premier, c'est, je dirais pas jeté parce que c'est pas le terme, mais en tous les cas, a fait le choix, notamment dans le secteur viticole, mais ça sera réexpliqué tout à l'heure,
de pousser et de mettre en avant le label HVE, il va falloir que l'on fasse très attention à ce que ça ne nous saute pas à la figure, comme je dirais gentiment. Si on reviendra sur cette question de communication dans une dernière partie. En fait, alors comment ça se passe vraiment sur le terrain? Donc, je vais demander à Jean-Jacques Baliquian, qui représente l'association des vignerons de la Sainte-Victoire. Donc, ces vins sont connus pour leur qualité, mais l'association travaille depuis longtemps aussi sur les aspects environnementaux, produire mieux. Donc, par rapport entre les deux labels, HVE et AB, chez vous, comment les agriculteurs choisissent? Je sais qu'il y en a qui sont les deux. Est-ce que le fait que la HVE soit portée par le ministère, ça influence le choix pour des clients qui veulent des produits plus français? Ou voilà, je vous laisse. Oui, effectivement, comme l'a dit Olivier, il ne faut surtout pas opposer les deux labels. Ils sont complémentaires. Sur mon secteur, effectivement, on a 40% de nos adhérents qui sont en bio aujourd'hui. Et certains d'entre eux sont aussi sur la démarche HVE parce qu'elle est complémentaire, et notamment en ce qui concerne la dimension environnementale. Et l'intérêt pour nos vignerons, comme ça a été dit, c'est une formidable opportunité de pouvoir valoriser et communiquer sur ce travail qui est déjà fait par beaucoup d'entre eux. Parce que ce qu'on constate quand on les accompagne dans cette démarche, c'est que la plupart des itinéraires techniques des vignerons correspondent déjà au cahier des charges d'HVE, donc ils sont déjà dans cette démarche. Et l'intérêt, c'est de pouvoir justement communiquer, anticiper plutôt que subir, comme l'a dit Olivier. À terme, je suis convaincu que ce sera une condition d'accès au marché. Oui, merci. Alors, sur la filière grande culture, pour avoir un autre éclairage, Didier Marie, qu'est-ce que vous attendez de la HVE? Le choix de la coopérative d'initier et de mettre en place une démarche HVE correspond à son projet stratégique. Clairement, notre conseil d'administration est validé en Assemblée générale, souhaite valoriser l'engagement des agriculteurs auprès des transformateurs, auprès des distributeurs et des consommateurs, afin de renforcer la confiance dans ce que font aujourd'hui les agriculteurs sur le terrain. C'est un premier vecteur. Aujourd'hui, c'est un véhicule qui nous a semblé extrêmement intéressant. Cette réponse à ce projet stratégique s'accompagne aussi par un choix de management, à savoir impliquer l'ensemble du personnel autour d'un projet qui est fédérateur. Quand on voit aujourd'hui la pression qu'il y a sur l'agriculture et les agriculteurs sur les aspects environnementaux, l'agribashing, etc., il est clair que dans une coopérative agricole qui est en contact direct avec des agriculteurs, impliquer l'ensemble du personnel dans une démarche de cette nature-là est un vrai véhicule de management tout à fait intéressant. Et enfin, sur des filières qui sont relativement récentes pour la coopérative, je vais parler de la filière légumes secs, c'est aussi une opportunité que de rentrer en contact direct avec les acteurs du commerce, que ce soit la grande distribution, que ce soit la consommation hors foyer, en essayant de valoriser le travail qui est fait sur le terrain. Merci beaucoup, Didier Marie. Je vais passer la parole à Isabelle Pellegrin. Isabelle, vous dirigez la première exploitation agricole qui a été certifiée HVE dans le Vaucluse. Comment ça s'est passé pour vous? Et aujourd'hui, quel est l'objet de la motivation pour poursuivre dans cette démarche? Oui, en effet, on a eu la chance d'avoir la certification haute valeur environnementale dès le mois de novembre 2018, ce qui fait que nous avons déjà eu l'audit intermédiaire, ce qui m'a permis d'avoir une reconnaissance des pratiques professionnelles des salariés qui m'entourent au quotidien sur cette exploitation de 40 hectares en polyculture arbo et viti. Alors, comment ça a démarré? De par mes fonctions d'enseignante auparavant, j'avais donc connaissance de la certification haute valeur environnementale qui, à ce moment-là, n'était pas forcément connue et reconnue par la profession puisqu'on en entendait très peu parler. Et donc, quand j'ai pris mon poste en 2014 sur l'exploitation du lycée agricole de Carpentras,
après une année de prise de poste et de travail au quotidien, je me suis très vite rendu compte que l'exploitation pouvait répondre à cette certification haute valeur environnementale. Et donc, suite à une démarche dans le cadre des fermes défis en raisin de table, la Chambre d'agriculture m'a proposé de participer à un audit, une formation avec un premier audit. Et bien entendu, l'exploitation pouvait prétendre à la certification. Donc ça a pris un petit peu de temps parce qu'il y avait très peu d'organismes qui étaient à même de réaliser la certification, l'audit externe. Et ensuite, tout s'est enchaîné assez rapidement. Et au mois de novembre 2018, nous étions audités et nous recevions donc la certification haute valeur environnementale. Et ça a permis de vraiment être reconnu sur le territoire et de communiquer aussi, alors auprès de la profession bien sûr, mais surtout de communiquer auprès des apprenants que nous formons au quotidien. Merci beaucoup. Audrey Pifadi-Durieux, vous êtes responsable qualité au GRCETA de Basse-Durance. Donc, vous accompagnez les arboriculteurs depuis de nombreuses années sur des démarches qualité. Aujourd'hui, quel est l'intérêt pour les arboriculteurs de s'engager vers la HVE par rapport aux anciens labels ou aux labels précédents ou qu'ils ont déjà ? Alors oui, c'est vrai que nous, les producteurs, sont déjà engagés depuis de nombreuses années dans ce qu'on appelle la production fruitière intégrée. On a notamment un cahier des charges PFI qui est depuis la fin des années 90, qu'on a réussi à faire reconnaître en 2013 comme étant équivalent au niveau 2 de la certification environnementale. Et donc du coup, quand on a fait déjà des efforts, on a aussi 2 réseaux fermes défis, un en fruits à pépins, un en fruits à noyaux, en pêche. Finalement, ça permet de mutualiser et d'aller plus loin et d'aller jusqu'au bout de la démarche de ce que font les producteurs au quotidien. Voilà. Et ça permet du coup de pouvoir afficher un logo et un label reconnu sur ces efforts environnementaux qui, au moins, sont clairement affichés. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais m'adresser aux représentants des syndicats des Côtes-de-Provence et des Côtes-du-Rhône. Pour vos AOP, quel est l'intérêt d'aller vers la HVE? Est-ce qu'il s'agit d'acquérir de nouvelles parts de marché? Quel est l'intérêt économique pour vos adhérents? Alors, Lucille Chedorge, donc du syndicat des Côtes-du-Rhône. C'est ça. Effectivement, le syndicat des Côtes-du-Rhône s'est orienté vers la certification collective HVE pour répondre à des demandes des marchés, pour conforter la place sur des marchés présents, en fait, et anticiper les demandes à venir. Ouais. Nicolas Garcia, syndicat des Côtes-de-Provence. Alors, l'objectif d'engager un peu la filière dans l'appellation Côte-de-Provence et d'accompagner les viticulteurs dans cette démarche-là, il est double. Le premier, c'est qu'effectivement, les appellations d'origine, d'une façon générale, en Côte-de-Provence et en PACA plus largement, ce sont des appellations d'origine quand même globalement à haute valeur ajoutée. C'est quand même, il y a une valorisation du produit, il y a quand même des vignerons qui vivent de ce métier-là avec des valeurs ajoutées assez intéressantes. Donc de fait, il y a quand même une nécessité de répondre à une demande générale qui est d'abord celle du consommateur ou d'une partie des consommateurs et d'une façon plus générale de la société par rapport à cette approche environnementale et cette nécessité de répondre à cette contrainte environnementale. La deuxième, autour du HVE, il y a quand même quand on travaille à une échelle un peu plus à l'échelle collective, à l'échelle nous on travaille à l'échelle de 3000 vignerons, il y a quand même aussi une dynamique de progrès qui se met en place. C'est-à-dire que on travaille avec l'ensemble des vignerons, donc il y a beaucoup de réunions qui se font sur ces sujets, que ce soit à l'échelle des coopératives, que ce soit à l'échelle du syndicat, que ce soit à l'échelle d'associations de terroirs en fait, qui sont identifiées au sein des Côtes-de-Provence. Et ça devient un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est aussi un sujet de discussion entre les vignerons, c'est aussi et ça génère aussi une démarche de progrès. Je crois que c'est ce que fait aussi, ce qui se passe aussi en Sainte-Victoire. Hein. Et ça permet
d'aborder plus largement la notion des pratiques et de l'évolution des pratiques. Et ça, dans le HVE, c'est quand même assez intéressant de moins enclencher cette démarche et de permettre aussi à un moment donné de pouvoir garantir aux consommateurs les démarches qui sont faites par la viticulture et de pouvoir le certifier, de pouvoir dire oui, on a des démarches aujourd'hui qui sont certifiées au niveau environnemental. Merci beaucoup. Marie Abba, alors du côté de l'horticulture varoise, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a déjà des démarches? Est-ce que la HVE est un sujet qui intéresse les horticulteurs? Voilà, dites-nous tout. Alors, si on parle horticulture, il y a plusieurs familles. Il y a la famille donc des plantes en pot pépinières. Donc moi, je suis plutôt en charge de la partie fleurs coupées, donc il y a un positionnement un petit peu différent, on va dire. Donc, l'interprofession horticole a développé donc une certification plante bleue qui permet en fait de faire une passerelle HVE avec le niveau 3, qui est un petit peu d'ailleurs plus pas plus complexe, mais disons qu'il y a 7 critères au lieu de 4 dans la HVE. On a en plus les déchets, le social et l'énergie, donc qui se rajoutent dans cette certification. Concrètement, donc en fleurs coupées, on n'est pas, on freine un petit peu sur cette démarche HVE pour plusieurs raisons, parce que ça représente en fait pour nous un surcoût qui ne va pas forcément être valorisé commercialement. Donc on a une sorte de distance, on va dire, entre la production et le fleuriste en fait. Donc la communication entre les deux, il y a une sorte de distance qui fait que concrètement les bouquets de fleurs, le producteur donc vend ses productions au marché aux fleurs et après donc c'est dispatché, on refait des bouquets chez les fleuristes. Donc il y a une communication qui se perd. Donc on a plutôt misé sur à la demande du consommateur, le label Fleurs de France et une marque de qualité, la marque Hortisud, donc avec une qualité de tenue en vase. Donc il y a tout de même donc un producteur en région PACA qui donc est certifié depuis un mois, certifié niveau 3 HVE, donc, et qui a donc c'est une démarche on va dire plus individuelle. Donc pour lui c'était une manière de valoriser ses pratiques puisqu'il était il recyclait ses eaux, ses effluents, il les désinfectait et avait une diversification très importante sur sa production. Mais c'est vrai que sinon nous on est quand même sur des toutes petites entreprises, pour la plupart au forfait. Donc c'est toute cette démarche, toutes ces démarches administratives, cette certification a un coût, nécessite un accompagnement fort et c'est des entreprises qui ne sont pas habituées à des démarches, un suivi administratif. Donc c'est vrai que c'est une marche importante et on va plutôt privilégier des démarches collectives type GI2E, défis, donc des pratiques, des échanges de pratiques en groupe pour le moment que de s'engager dans cette démarche collectivement HVE. Voilà, merci beaucoup. Alors maintenant, du côté des acheteurs, quelle est la motivation, quel est l'intérêt que vous portez à cette certification HVE? Alors, je vais commencer par vous, Anaïs Alcover. Donc, vous représentez le grossiste Créneau. Pourquoi aller vers la HVE pour vous, pour votre entreprise? Alors, depuis la publication du décret d'application de la loi mars-avril 2019, on a été beaucoup sollicité par nos clients de l'ARH des restaurations hors domicile ou de la GMS pour construire une offre qui sera éligible Egalim. Du coup, il y a un peu plus d'un an maintenant, Créneau a commencé à se staffer pour répondre à cette demande et qui en fait correspond à une attente du marché. Et donc ça nous permet en fait d'accompagner les producteurs vers cette certification pour rester eux aussi en face du marché, parce qu'on a un rôle de conseil, vu qu'on est en contact directement avec cette clientèle, à leur fournir sur les évolutions. Merci beaucoup. Anne-Guylaine Périllon, vous êtes à la cuisine centrale d'Arles. Donc pour le moment, vous m'avez dit, vous n'achetez pas encore de produits HVE, mais quelles sont vos interrogations par rapport à cette certification? Et aujourd'hui,
quels sont les produits de qualité que vous recherchez? Alors, nous, effectivement, Cuisine Centrale d'Arles, on fait 3000 repas par jour. On intègre déjà des produits de qualité, tels que des produits bio. Ça représente 17% des produits que l'on achète. Des produits label rouge, des produits AOP, des produits IGP, des produits fermiers. Mais on a très peu de visibilité sur les produits haute valeur environnementale. La valeur environnementale, nous, on attend en tant qu'acheteurs de mieux la connaître, parce que c'est un label qui est jeune encore, qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne sait pas intégrer dans nos critères d'achat, et on a besoin en fait d'être accompagné sur la façon de rédiger nos marchés pour pouvoir garantir le niveau de qualité de nos achats, et surtout être en capacité d'évaluer la qualité du produit qu'on achète. Nous, en fait, on est acheteurs, on met des critères d'achat dans nos cahiers des charges, et derrière, on a besoin d'être en capacité de vérifier que l'engagement du producteur se réalise bien sur le terrain tout au long du marché, puisque un marché, ça dure pas, c'est pas une livraison, ça peut durer sur 4 ans. Et nous, on fait des contrôles régulièrement pour s'assurer du niveau de qualité des produits. Et là, en tant qu'acheteur, personnellement, on a plein d'interrogations sur ce label. Il y a déjà eu un éclairage fait ce matin par les premières présentations. Et c'est vrai je pense qu'il y a encore un travail sur la restauration collective sur ce label. Merci. Alors, Jean-Philippe Thévenet, à la Sodexo. Donc vous avez déjà commencé un travail pour intégrer des produits HVE. Oui, en effet. Alors c'est vrai qu'avec les décrets d'application de la loi Egalim, ça a fortement développé notre recherche de produits HVE. On travaille, nous, depuis la création de notre groupe. On a toujours travaillé avec un objectif de croissance responsable, avec une approche long terme avec nos producteurs. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place des process pour accompagner nos partenaires historiques vers ces démarches sous signe officiel de qualité, dont le HVE, de manière à ce qu'ils puissent répondre demain aux attentes de nos clients, et notamment par rapport à la loi Egalim. Donc on a mis en place, par exemple, des contrats tripartites où on s'engage avec nos distributeurs et le producteur sur des volumes pour leur donner une visibilité et leur permettre de s'engager sur le long terme sur ces nouvelles démarches, pour leur garantir des débouchés, par exemple. Et c'est vrai qu'auprès de nos clients, on a eu beaucoup de demandes, justement, d'explications sur la certification haute valeur environnementale. Et je pense qu'il est aujourd'hui important, effectivement, on en parlait tout à l'heure, en termes de communication pour les convives, d'arriver à donner de la visibilité au logo HVE, créer de la valeur pour le consommateur final. Parce qu'aujourd'hui, nos convives accordent beaucoup une grande valeur, par exemple, aux produits locaux. C'était confirmé aussi pendant le Covid, c'est-à-dire la recherche de produits locaux, de qualité, français. Aujourd'hui, le logo HVE est peu connu par le consommateur final. Donc il y a effectivement un enjeu fort pour créer de la valeur sur ces produits-là. Oui, merci. Effectivement, le sujet de la communication, c'est en préparant cette table ronde, on a vu c'est un sujet transversal et chacun, depuis sa fenêtre, a besoin de plus de communication sur cette certification. Et du coup, on fait un peu la transition parce que vous parliez d'accompagner par des conventions tripartites les producteurs. Donc, oui, alors justement, donc on a vu que pour s'engager dans l'HVE, il y avait 2 possibilités, soit une certification individuelle, soit collective. Bon, individuelle, donc on a vu en horticulture qu'il y a un horticulteur qui vient de s'engager, mais que pour l'instant, donc collectivement, on attend encore un petit peu d'y voir plus clair.
Par contre, c'est vrai que quand il y a déjà une association, ça peut peut-être être plus facile d'entraîner les adhérents. Alors, Lucille Jedorge, vous, dans le Côtes-du-Rhône, vous avez beaucoup d'actions collectives déjà, notamment sur la biodiversité. Pouvez-vous nous expliquer comment si ça a facilité l'adhésion du groupe et pourquoi vous avez poussé à une certification collective? Donc effectivement, le syndicat des Côtes-du-Rhône s'est porté structure collective pour la certification de valeur environnementale. Il y avait à ça deux raisons. La première, c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir répondre en masse à la demande des marchés, mais c'était également pour aller plus loin dans ses démarches environnementales au travers de son plan stratégique environnemental. Donc concrètement, en fait, la démarche collective, ça permet deux choses. La première chose, très concrètement, c'est la diminution des coûts pour les viticulteurs. Une certification HVE, quand on passe par un organisme certificateur en individuel, c'est environ 900 € sur 3 ans. Quand on passe par la certification collective du syndicat, c'est environ 150 € sur 3 ans, donc c'est 30 à 40 € annuels pour chaque vigneron, en sachant que c'est dégressif, plus il y a d'adhérents, moins c'est cher. Donc à l'heure actuelle, on est à 30-40 € avec 365 vignerons engagés. Et la deuxième chose, c'était la simplification administrative. En effet, la certification, ça sous-entend aussi des papiers, du temps qu'on va passer techniquement pour appréhender la certification, mais aussi pour répondre à tout ce qui est demandé. Dans le cadre de la démarche collective du syndicat, on a fait le choix en fait, de mailler un réseau de conseillers techniques, de prestataires sur le terrain. Et donc, en fait, les viticulteurs, à partir du moment où ils vont vouloir s'engager dans la certification HVE, ils vont avoir un seul interlocuteur, qui est un conseiller technique, qui connaissent en règle générale déjà, puisqu'on a agréé des prestataires qui sont déjà présents sur le terrain, comme les chambres d'agriculture, par exemple, ou l'ICV. Enfin, il y a une quinzaine de prestataires. Et donc ça permet aux viticulteurs d'être plus sereins, d'avoir un seul interlocuteur. Tout ce qui est administratif, la gestion avec l'organisme certificateur, tout ça, c'est pas lui qui va s'en occuper. Les audits de certification, ce sont des tirages au sort. Ça veut dire que, en fait, annuellement, il a un prestataire qui va venir le voir, mais il ne va pas forcément être audité par l'organisme certificateur. Et ce maillage en fait, de prestataires, donc interlocuteurs uniques auprès du vigneron, il y avait deux atouts. Évidemment, un atout, comme je l'ai dit, pour la certification HVE, mais également un atout fort pour aller plus loin que la certification. C'est ce que disait mon collègue des Côtes de Provence tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a une séparation, par exemple, entre du conseil et de la vente. La certification HVE amènerait à ne pas avoir cette notion de conseil. Et avec un prestataire où on se garantit qu'annuellement, il va voir le producteur, et bien finalement, on peut accompagner plus loin que la certification environnementale HVE et aller plus loin, notamment au niveau environnemental. Donc c'était ça tout l'atout d'être en collectif pour les vignerons. Jean-Philippe Briand, sur le secteur de la tomate, est-ce que vous pourriez nous préciser où vous en êtes? Alors, on s'est engagé en collectif sur le niveau 2 depuis 2 années, par l'AOP Tomates et Concombres de France. Niveau 3, la majorité des exploitations ont été certifiées cette année, sur l'année 2020. Voilà, et il y a une grosse volonté de la production de pouvoir produire avec ce certificat-là. Alors, est-ce que vous êtes dans une démarche, est-ce que vos producteurs sont dans une démarche collective ou individuelle? Alors, majoritairement collective, au travers de l'AOP. Après, pour notre cas, on a été certifié de manière individuelle, puisqu'on a été les premiers sur la coopérative. Voilà. Alors, l'entreprise Créneau valorise tout ce qui est local, national. Est-ce que vous pouvez nous faire partager votre expérience sur la filière pêche? Alors, sur la partie pêche, on héberge une association qui s'appelle le Domaine de Marcerolles,
Et donc, en plus de l'héberger, on l'accompagne aussi dans le développement du partenariat avec les producteurs, et notamment sur la certification HVE. Et ce qui s'est passé, et ce qu'on a pu observer sur ce territoire-là et sur les autres territoires français, sur nos collectifs locaux d'agriculteurs qu'on a montés, c'est que quand il y a une organisation collective qui est mise en place, ça nous facilite le travail, parce qu'en réalité, nous, on ne va pas se porter structure collective de certification, même si on y a réfléchi, mais ce n'est pas notre métier de nous occuper de la gestion administrative et technique et de la remontée d'indicateurs de nos partenaires agricoles. On sort de notre champ de compétences et de nos missions. Et donc, on s'est quand même dit qu'on avait une responsabilité, donc bien sûr de les conseiller sur le marché, mais aussi de les mettre en contact avec des interlocuteurs qui sont en capacité de les accompagner. Et en réalité, la structure collective, elle répond facilement à ce projet-là, et notamment quand il y a déjà des associations, des collectifs d'agriculteurs mis en place, ils sont moins réticents à y aller déjà parce que le coût il est plus faible, et aussi parce qu'ils sont ensemble et ça porte la démarche beaucoup plus facilement. Merci beaucoup. Jean-Philippe Thévenet et Anne-Guélène Périllon, donc vous êtes acheteurs et vous attachez de l'importance à l'origine des produits. Est-ce que pour vous, la HVE pourrait être une opportunité pour cela ? Oui, effectivement, on attache une importance à l'origine des produits. Nous, les achats prioritairement sont d'abord français et, si possible, régionaux, dans la mesure où ils restent compétitifs par rapport à d'autres produits français en termes de qualité et de coût. L'intérêt du produit... Pardon, j'ai oublié votre question. Est-ce que vous pouvez imaginer que cette certification HVE pourrait être une opportunité pour les produits locaux ? Oui, c'est certainement une opportunité pour mettre en avant de bonnes pratiques déjà existantes et qui actuellement pourraient ne pas être reconnues. Et effectivement, ce label étant reconnu par la loi Egalim, nous, acheteurs, nous sommes contraints de rentrer dans l'obligation de la loi Egalim. Donc, évidemment, ça peut être une plus-value pour mettre en avant les bonnes pratiques locales sur les productions agricoles et d'élevage. De notre côté, c'est pareil. Le local fait beaucoup de sens. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a toujours privilégié un ancrage territorial très fort dans les différents territoires où on opère. Et aujourd'hui, le HVE fait beaucoup de sens d'un point de vue du respect de l'environnement. Donc c'est quelque chose qui fait du sens. Et en plus, ça permet à nos partenaires historiques de pouvoir effectivement s'engager dans des démarches vertueuses. Donc voilà, ils ont cette possibilité-là et donc effectivement ça fait du sens parce que ça va leur permettre demain de pouvoir répondre au marché Egalim. Merci beaucoup. Donc les agriculteurs ont besoin d'un accompagnement pour faire cette transition, donc avec l'appel d'air de la loi Egalim, on l'a vu. Donc Jean-Jacques Baliquian, vous êtes un expert de l'animation territoriale collective. Dites-nous comment ça se passe dans le cadre des réseaux défis 30 000 GI2E auxquels participe l'Association des vignerons de la Sainte-Victoire. Alors effectivement, depuis 2012, on anime un groupe défi, puis par la suite 30 000 et GI2E. Et effectivement, l'intérêt de cette démarche, ça a été de pouvoir communiquer sur les résultats obtenus, de pouvoir communiquer auprès de l'ensemble de nos adhérents, de leur montrer qu'effectivement, il est possible de réduire l'utilisation des produits phyto, parce que la limite à toutes ces démarches-là, c'est de pouvoir pérenniser les rendements. On voit que depuis ces dernières années, suite au dérèglement climatique, on a des accidents comme le gel, la grêle, des pressions de maladies comme en 2018, mildiou exceptionnel. Donc, réduire l'utilisation des pesticides, c'est bien, mais il y a toujours cette appréhension de dire mais est-ce que
vais pas compromettre la qualité ou la quantité de ma récolte. Donc, l'intérêt de ces démarches défis, c'est Ecophyto de pouvoir démontrer aux vignerons qu'on peut effectivement utiliser des méthodes alternatives, qu'on peut réduire l'utilisation des phytos sans pour autant compromettre ni la qualité ni la quantité de la récolte. Et donc, ça a permis de les familiariser sur ces notions d'IFT, sur toutes les mesures, encore une fois, alternatives, au travers de démonstrations d'outils innovants, notamment pour gérer l'entretien mécanique des sols. Voilà, je pense qu'il y a une réelle volonté d'aller dans ce sens, parce que les vignerons ont tout à fait conscience qu'il y a une attente forte des consommateurs. Et il y a aussi une volonté de pouvoir exister, parce qu'aujourd'hui, quand on parle environnement, c'est la bio. Dans l'esprit du consommateur, la bio, produit naturel, qui respecte l'environnement, etc., etc. Or, il y a une certaine frustration de la part des autres vignerons qui, c'est pas parce qu'on n'est pas en bio qu'on n'est pas sensible à toutes ces démarches. Et au travers de justement l'HVE, ça permet de démontrer qu'il y a une réelle prise de conscience aussi à ce niveau, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont vraiment très intéressés à aller. Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'association des vignerons de la Sainte-Victoire, tous ceux qui ne sont pas en bio sont aujourd'hui dans une démarche HVE. Ça montre qu'il y a une réelle... ils se sont appropriés ce label aujourd'hui. Et effectivement, pour répondre à votre question, le fait de s'être impliqué dans cette démarche Ecophyto, ça a permis très tôt de les rassurer. Je crois qu'on a vu qu'il fallait rassurer les metteurs en marché, communiquer, mais il faut aussi rassurer les vignerons pour leur montrer que c'est possible. Et encore une fois, surtout chez nous en Provence, quoi. Il faut reconnaître qu'on bénéficie de conditions climatiques particulièrement favorables pour aller dans ce sens. Alors du coup, on va revenir un peu sur le cahier des charges. Ce cahier des charges, donc on a vu qu'il est quand même assez complexe. Il y a des points positifs, il y a aussi peut-être des choses... Ah, on ne voit pas l'image. Bon. Il y a aussi peut-être des choses à améliorer, vu que c'est une certification qui est assez récente. Alors, pour compléter ce qu'a dit Jean-Jacques Baliquian sur le fait que déjà, le fait de s'engager dans Ecophyto, ça permet, je dirais, d'améliorer la partie phyto du cahier des charges. On sait que, j'ai dit déjà sur l'irrigation, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits déjà en PACA par tous les agriculteurs. Donc c'est quand même plus facile peut-être d'aller vers la HVE. Mais est-ce que du coup la HVE n'incite pas aussi, ne réveille pas un peu les consciences sur le fait d'intégrer l'environnement dans ses pratiques? Alors Nicolas Garcia, est-ce que vous pouvez nous répondre sur ce point, sur des gens qui n'étaient pas du tout dans des démarches préalables phyto? Alors j'ai envie de dire quand on travaille à l'échelle collective, là, à l'échelle de 3000 vignerons, on a toujours besoin de leaders. Il y a des gens qui, naturellement, vont aller vers des démarches. Ça commence par les écophytos, ça commence par le défi. C'est des gens qui aiment bien le challenge, qui se lancent des défis, où il y a des gens qui vont aller aussi dans la bio. Mais là, pour le coup, la filière est déjà créée depuis une vingtaine d'années. Donc, la bio en Provence, chez nous, c'est 25% des vignerons pour donner une mesure de la prise de conscience dans l'appellation de ces sujets d'intégrer l'environnement dans les pratiques. Donc il y a les leaders et effectivement le HVE, après c'est un avis personnel, mais c'est aussi un effet déclencheur, c'est-à-dire c'est ce qui permet à les autres vignerons en fait d'avoir une motivation supplémentaire pour aller vers des démarches environnementales et donc obtenir le label. En tout cas, il y a une finalité en fait. Ça ajoute une finalité à la démarche et ça permet d'obtenir le label haute valeur environnementale. Et ça, c'est vrai que ça permet de démultiplier l'action, en fait. Et c'est pour ça que nous aussi, on s'est lancé dans cette démarche collective. Oui, donc cette valorisation des pratiques, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important, quoi, avec ce label, pour motiver quand même les agriculteurs. Alors,
Dans les grandes cultures, Didier Marie, est-ce que vous pensez que la HVE peut être aussi un moteur pour amener les agriculteurs à se poser des questions? Oui. D'abord, un peu le contexte un petit peu dans lequel se situe la coopérative GPS. On fait partie du réseau 30 000. On travaille depuis pas mal d'années sur le réseau défi aussi. Donc, ce qui fait que la coopérative, les administrateurs sont extrêmement sensibilisés à ces problématiques-là. Cela étant dit, on se heurte à une problématique technique relativement majeure quand on parle de l'HVE. La première, c'est qu'on a la force de la région et la force de nos agriculteurs, c'est qu'ils ont su s'adapter au fil des années à la problématique de l'évolution de l'environnement, et on a des exploitations qui sont multicultures. On a du blé dur, on a des légumes secs, on a de la lavande, on peut avoir du blé tendre, bref. Et il y a même des arbaux qui font l'ensemble de ces cultures-là. Quand on a affaire à des exploitations qui sont multicultures, et que c'est l'exploitation qui est certifiée HVE, il y a une vraie difficulté technique à accompagner l'ensemble de ces cultures pour faire certifier l'exploitation. Et quand vous avez des marchés comme le légume sec, par exemple, sur lequel on a un certain nombre d'exploitations qui se sont positionnées, mais qui en même temps font du blé dur et en même temps font de l'arbo, on a une vraie difficulté à les amener, et on va avoir une vraie difficulté à les amener à HVE3. Pourquoi? Parce que sur du blé dur, quand vous avez une UFT qui est déjà, donc un indice de fréquence de traitement qui est déjà à 2, 2,3, 2,4, et que vous avez un incident climatique comme on a vécu cette année, où vous êtes obligé de passer avec un fongi, ce qui ne se fait quasiment jamais en PACA, ben vous plantez la démarche. Quand vous avez une exploitation qui fait de la semence et qui par nécessité doit produire un grain NEC plus ultra pour qu'il puisse être certifié en semence certifiée, là aussi il y a des passages d'herbicides beaucoup plus importants que dans d'autres secteurs. Et là on voit bien le déséquilibre que l'on va avoir et la difficulté que l'on a à vouloir amener un certain nombre d'exploitations, et on a un objectif. Le Conseil nous a donné un objectif de 5 exploitations HVE à 3 ans. Ça devient très compliqué. Alors, j'ai bien aimé ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est une démarche collective, c'est une démarche de progrès, vous avez dit. C'est exactement ce qu'on est en train d'initier, c'est-à-dire mettre en place des animations, des réunions, des sensibilisations, de l'animation terrain, pour essayer d'amener le maximum d'agriculteurs. Mais quand on fait des essais à droite et à gauche, quand on commence à travailler dans le concret, la démarche est extrêmement difficile à aller jusqu'au bout. Alors que ponctuellement, oui, sur l'arbo, on y est, oui, sur le légume sec, on y est, mais collectivement, enfin, globalement, sur l'exploitation, on a du mal à y aller. Ça, c'est une première approche que l'on a touchée du doigt. Ce qui fait qu'on est en train de travailler aussi. On a fait 4 essais cette année. Alors, je ne sais pas les résultats, donc je ne peux pas vous les donner encore. On a récolté 4 essais sur les 4 coins du département en zéro résidu pesticide. Donc, on est en train de faire une analyse portant sur 410 ou 420 matières actives, non pas pour se faire plaisir en disant on va chercher les matières actives qu'on a envie de trouver, mais de savoir sur 410 ou 420 matières actives, on commence déjà à avoir un spectre de recherche extrêmement large. Donc, on va voir le résultat. Et je pense que accompagner la démarche HVE ou avec du moins une démarche zéro résidu pesticide sur un certain nombre de cultures, ça peut être un vrai facteur aussi d'explication. Olivier nous le disait tout à l'heure, comment expliquer à des agriculteurs, à des consommateurs qu'on utilise tel et tel type de produit, cancérigène ou pas, ça devient très compliqué. Par contre, quand on commence à dire aux consommateurs qu'on a 410, 420, 450 matières actives recherchées et qu'on n'en retrouve aucune dans le grain ou aucune dans le légume sec ou dans la pomme, etc., ça a aussi une signification extrêmement forte en termes de communication. Parce que l'enjeu, il est là, vous l'avez tous dit à un moment donné, quelle communication mettre en place pour faire valoir le travail que font les agriculteurs depuis des années, avec aujourd'hui la prise de conscience par le consommateur, par le citoyen, qu'il y a une réalité derrière tout ce qui a été dit par les agriculteurs. C'est la haute valeur environnementale. Mais il faut l'appuyer certainement, la faire évoluer vers, par exemple, le zéro résidu pesticide, mais il y a peut-être d'autres idées à avoir. Audrey Pifati, vous aviez aussi identifié ce problème de l'accompagnement des producteurs des agriculteurs qui ont plusieurs productions. Est-ce qu'il y a aussi d'autres difficultés dans ce cahier des charges que le retour d'expérience pourrait conduire à améliorer ?
Alors oui, nous, disons que la porte d'entrée de l'exploitation, c'est l'arboriculture fruitière, puisque c'est notre travail quotidien, on va dire. Et en fait, quand on va sur l'exploitation, je ne sais pas forcément toutes les cultures annexes qu'elle peut avoir. Et j'ai parfois quelques surprises, et notamment certains qui font de l'élevage. Donc autant dire que pour l'instant, des arboriculteurs éleveurs, je n'en ai pas encore fait certifier. Un seul, mais par la voie B, parce que c'était plus facile, on va dire, de passer par l'indicateur économique, parce qu'après, il faut quand même quelques connaissances complémentaires, on va dire, pour appréhender le bilan azote quand il y a de l'élevage qui se rapporte. Et puis, nous, on se rend compte que tout ce qui est transfert de connaissances et de bonnes pratiques pour aller plus loin au niveau de l'arbo, le transfert entre les producteurs des réseaux défis et nos producteurs, autres producteurs du GRCETA se fait très bien, puisqu'il y a des conseillers qui les accompagnent quasiment au quotidien. Et quand on est sur d'autres cultures, il n'y a pas forcément cet accompagnement qui est fait. Et c'est des fois là que du coup le bas blesse et qu'on ne peut pas certifier l'exploitation, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, bon, peut-être que pour les producteurs qui souhaiteraient être engagés dans HVE, peut-être qu'un accompagnement sur l'ensemble des cultures serait peut-être nécessaire, au moins pour aller dans des pratiques plus vertueuses sur des cultures qui ne sont pas forcément annexes, contrairement à ce que je pouvais imaginer quand je viens sur l'exploitation. Voilà. Et vous aviez identifié aussi un problème d'IFT ? Alors, un problème d'IFT, oui et non. En fait, pour l'instant... Voilà, pour l'instant, sur l'arboriculture fruitière, en fait, on ne fait pas de calcul d'IFT, puisque ça n'a pas été prévu dans la démarche. Donc, je fais du calcul d'IFT quand j'ai de la grande culture ou de la viticulture sur l'exploitation. Bon, un exercice que je fais régulièrement pour le réseau défi, donc ça ne me pose pas trop de problèmes. Par contre, c'est vrai que pour les producteurs qui sont 100% arbo, on ne gagne pas de points sur ces bonnes pratiques. Voilà. Alors, on met quand même en avant tout ce qui est confusion sexuelle contre le carpeau, on peut mettre le désherbage mécanique, toutes ces choses-là, mais il n'y a pas de quantification de l'effort, on va dire, de diminution des produits phyto pour l'instant. En fait, je ne suis pas un technicien de l'HVE, mais j'ai cru comprendre que quand on utilise des biocontrôles ou des biostimulants, ça rentre dans le calcul des IFT encore aujourd'hui. Et si c'est le cas, alors on fait des essais en ce moment-là aussi en grande culture, parce qu'on a relativement peu malheureusement, on est un peu en retard sur ce domaine-là. Mais si réellement c'est le cas, si biocontrôle et biostimulants sans AMM rentrent dans le calcul IFT, là on ne va pas y arriver, quoi. Et là, alors certains disent non, mais d'autres m'ont dit oui. Alors, pas pour le HVE, je pense. Allez-y, mais oui, en arbo, mais je parle des grandes cultures. C'est pareil. Pareil, ça serait bien de l'écrire, parce que c'est pas bien de l'écrire et bien de le dire haut et fort, parce que c'est pas du tout ce qui se dit sur le terrain. Oui, c'est là qu'on voit qu'il y a peut-être des incompréhensions. Olivier Nalès, vous voulez intervenir ? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que je n'ai pas la compétence. Je dirais simplement que c'est vrai qu'aujourd'hui, le référentiel, il faut quand même rappeler que c'est un référentiel qui a 10 ans. C'est-à-dire que la HVE, elle n'est pas née hier matin. Et vous allez voir où je veux aller, c'est qu'il y a 10 ans, donc, puisque c'est sorti du Grenelle de l'environnement sous la présidence Sarkozy, pendant longtemps, il n'y a pas eu l'autorisation de mettre de logo, donc ça a bloqué un petit peu la démarche, puisque vous ne pouviez pas étiqueter jusqu'en, si je ne dis pas de bêtises, 2015 ou 2016, on ne pouvait pas mettre de logo, donc dire qu'on était HVE sans avoir un logo identifié en communication vis-à-vis du consommateur, c'était lourd. Et on voit bien que ça a été conçu pour le végétal. Et on a un vrai problème aujourd'hui pour faire évoluer le cahier des charges, pour prendre en compte l'animal à tous les niveaux, c'est-à-dire l'animal dans un bilan carbone, mais aussi on a un grand débat au niveau du comité de certification de la HVE sur l'évolution d'un cahier des charges intégrant le bien-être animal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos amis de la restauration collective ou de la grande distribution ont besoin d'avoir des produits, on va dire, carnés au sens large du terme, qui, en tant que tels, peuvent être issus d'une exploitation en HVE. Bon, jusque-là, c'est faisable, mais on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'attente du consommateur. Le consommateur
d'accord, il est bien content que ce soit issu d'une exploitation, que tous les professionnels autour de cette table se masturbent un petit peu l'esprit en se disant, voilà, vous voyez, c'est un vrai plus parce que on a travaillé, c'était le problème de l'agriculture raisonnée qui a été un échec, entre guillemets, non pas un échec de fond parce que c'était une belle démarche, mais un échec parce qu'elle n'était pas comprise, parce qu'elle n'était pas compréhensible par le consommateur. Et notre problème aujourd'hui, c'est que on est en train de se faire dépasser par la demande, et la loi Egalim, tant côté restauration collective, mais aussi côté grande distribution, on sont jetés sur ce signe en disant « ça y est, on a trouvé la panacée », sauf qu'il n'a pas été conçu pour ça au départ, et aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il explose en plein vol, parce que quelque part, un signe, l'outil, moi j'aime bien le terme outil, je dis l'agriculture biologique, la HVE sont des outils. Si on ne sait pas se servir d'un outil, si on ne sait pas se servir d'un tracteur, on le casse. Ben, ça risque d'être un petit peu ce qui se passe sur ces outils-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'outil est mis en avant dans le commerce. C'est le fait qu'il soit mis en avant qui crée la demande, et on le voit aussi sur le bio, hein, je veux dire, le secteur dont je m'occupe sur l'agriculture biologique explose. Pourquoi? Pas parce qu'il y a plus de producteurs bio, parce qu'il y a plus de demandes en bio. Et de toute façon, il y a de toute façon derrière l'obligation de suivre cette demande consommateur, avec le risque qui est que si à un moment le consommateur ne comprend pas ce qu'on lui a promis, et je reviens à ce que je disais en ouverture, la promesse que l'on fait derrière le signe, s'il ne comprend pas, on va exploser en plein vol. Donc ça, c'est vrai que c'est le gros risque et le gros enjeu pour nous dans les 2 à 3 ans. Ça va être très rapide, hein, parce qu'on monte vite et on peut descendre très vite. On a une explosion de la demande, on le voit nous dans le Viti, je dirais qu'on les 20 000 exploitations en bio, on va les passer très rapidement parce que le Viti est parti à fond dessus, parce que le négoce est parti, parce que la demande est partie dessus. Mais attention du retour de bâton, ce que j'ai donné l'exemple de tout à l'heure, de ce qui s'est passé il y a une semaine dans la presse. Bon, puisque vous avez la parole, donc on se posait la question, il y a beaucoup de SICO qui vont vers la HVE, qui ont un intérêt pour y aller. Alors, est-ce que ça pourrait créer un espèce d'AOP, enfin d'HVE local, finalement, qui conviendrait aux consommateurs? Que fait l'INAO sur ce sujet-là? Alors, j'aime pas les mélanges des signes. Hein, c'est-à-dire que chaque outil il a un objectif. Les outils d'identification que sont les AOP, les IGP, ils ont la vocation de donner au consommateur un produit avec un cahier des charges qui lui garantit une origine, une méthode de transformation, un cahier des charges validé par l'Europe et contrôlé par un organisme certificateur. Les démarches bio ou HVE sont des démarches parallèles d'entreprise. Hein, il y en a un qui garantit un produit, l'autre qui garantit des pratiques. Hein, il ne faut jamais l'oublier, que ce soit la HVE ou que ce soit le bio, c'est des certifications d'entreprise, c'est-à-dire des certifications de pratiques qui vont amener à un moment donné à dire, et qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre. Aujourd'hui, la représentation française, en l'occurrence notre Assemblée nationale dans la loi Egalim, a un peu mélangé les choses et je dirais qu'on est plutôt en train de ramer pour savoir comment on va mettre en musique ce que la représentation française et donc nos députés, nos sénateurs ont voté dans la loi Egalim, à savoir cette conditionnalité, hein, ce fameux article 48 dont je parlais tout à l'heure de la loi Egalim, qui met à 2030 une conditionnalité entre les AOP IGP et des pratiques environnementales. Et ça va plus loin, c'est que théoriquement, le bio n'est pas compris dans cet article 48. C'est-à-dire que théoriquement, si on lit l'article tel qu'il est écrit, il ne parle que de certification environnementale. Pour répondre à la question, je dirais qu'aujourd'hui, on est en train, de toute façon, inversement, et Nicolas, le syndicat des Côtes-du-Rhône l'ont rappelé, on est conscient qu'on ne peut pas, dans nos cahiers des... produire des AOP ou des IGP
sans tenir compte des besoins environnementaux, au sens large du terme. Je veux dire, c'est une aberration. Donc aujourd'hui, la démarche vers laquelle s'oriente l'Institut, et ça a été validé par le Conseil permanent d'avant-hier, donc ce que je vous donne, c'est des notions, des infos assez récentes, puisque nous avions un Conseil permanent dont le sujet était comment gérer ça. On va continuer à inciter les producteurs sous signe, tant qu'il n'y aura pas d'officialisation du décret, d'inciter les producteurs à aller vers des démarches environnementales, pas forcément intégrées au sein des cahiers des charges des mesures agro-environnementales. Alors, quand je dis pas forcément, c'est-à-dire que les mesures agro-environnementales sont très complexes selon les secteurs. Le Viti a à peu près défini une dizaine de MAE. Les autres secteurs ont beaucoup de mal. Donc, on va plutôt inciter les ODG à réfléchir autour de l'intégration à minima dans les cahiers des charges d'une obligation de CE2, pas de HVE. Hein, n'allons pas trop loin. Surtout que je vous rappelle, parce que tout le monde dit et parle, et moi le premier, je l'ai découvert il y a 2 jours, tout le monde dit c'est une certification de l'exploitation. Oui, le niveau 3. Mais le CE2 peut être une certification d'atelier. Je fais mon savant, mais je l'ai appris il y a 2 jours. Hein. Pour moi, c'était vraiment l'exploitation, donc il fallait que ce soit l'entité. Oui, pour le HVE. Donc, ce qui fait que quand on reste au CE2, on peut n'avoir qu'une certification d'atelier. Donc, par exemple, si j'ai du Viti, de l'Arbo, du machin, je peux être CE2 sur une partie de mon exploitation sans être la totalité. Voilà, excusez-moi, je suis un peu long, mais je voulais être précis. Merci pour ces précisions, Olivier Nalès. On va passer à la dernière partie de notre table ronde. Et donc, notre objectif, hein, c'est d'essayer de favoriser la mise en adéquation des besoins des producteurs et des acheteurs dans ce contexte de la loi Egalim. Et Anne-Guélène Périllon, vous aviez parlé de besoins de communication, de formation. Dites-nous comment ça se passe chez vous pour l'information du personnel jusqu'aux parents. Oui, alors, quand on introduit un produit labellisé dans nos menus, en fait, on s'attache fortement à communiquer et à expliquer qu'est-ce que c'est que ce produit et quelles sont ses grandes caractéristiques. Donc, en fait, on a 3 niveaux de communication. On a le premier niveau de communication qui est pour les agents. Donc, pour que les agents qui servent les repas ou qui fabriquent les repas comprennent bien les produits. Donc, en l'occurrence, là, pour les agents qui sont, par exemple, au service, ça passe par nos réunions de coordination où on va présenter, en fait, on va dire, voilà, le produit, il est... Alors, sur le HVE, on ne l'a pas encore fait, mais par exemple, sur un produit bio, on va mettre en parallèle 2 produits, un produit conventionnel, un produit bio. On va leur expliquer quelle est la plus-value et quel est le sens, en fait, du label pour que les agents qui sont au contact des enfants comprennent bien ce qu'il y a dans l'assiette des enfants. Après, on va communiquer. Deuxième niveau de communication, c'est les enfants qui, eux, vont consommer. Donc, pour ça, on a un système assez visuel de présentoir sur table. Donc, 2 fois par mois. On communique sur soit un produit, soit un label, soit une fête particulière ou un pays où c'est pas forcément obligatoire sur un label. Et là, en fait, c'est des petits présentoirs qu'on met sur les tables avec quelque chose de très visuel, très simple, parce que les enfants, ils sont quand même sur un temps de convivialité plutôt récréatif sur le temps du midi, et que l'idée, c'est pas non plus de leur faire un cours magistral sur le bio, le HVE, le label rouge ou l'AOP. Et enfin, il y a le dernier niveau de communication qui est pour nous les parents. Donc là, ça passe par d'abord les menus. En fait, les menus sont affichés tout simplement à la porte de l'école. Donc les parents passent tous les matins et tous les soirs devant la porte des écoles. Donc très simplement, on appose un petit encart d'information, là encore, simple, moins visuel, pour transmettre de l'information aux parents. Et
Et je pense que bon, on a un site internet. Pour le moment, ce n'est pas communiqué sur le site internet, mais il est possible que dans les prochains mois, il y ait des articles spécifiques au niveau de qualité développés dans les menus arlésiens. Merci beaucoup. Jean-Philippe Thévenet, vous êtes en train de modifier votre système d'information en fait, pour faire apparaître cette HVE et ça nécessite du coup une grande segmentation, si j'ai bien compris, des produits. Alors, effectivement, on a un enjeu fort en termes de codification et de traçabilité des produits, que ce soit CE2, que ce soit HVE, que ce soit conversion bio, etc. Tous les signes officiels de qualité. Et avec également une obligation de reporting sur chaque site pour pouvoir, notamment les reporting par rapport à la loi Egalim. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler, de revoir nos systèmes d'information de manière à effectivement pouvoir avoir les bons attributs sur les différents produits et donc de pouvoir garantir une bonne traçabilité. Ce que vous disiez tout à l'heure, M. Mann, c'est effectivement très important de pouvoir avoir ce soit une démarche progressive. Et effectivement, aujourd'hui, la complexité, c'est qu'on a, pour garantir sur une même ligne de produits à l'année et au niveau national ou au niveau régional, des produits sous signe de qualité, officiel de qualité. Aujourd'hui, les volumes ne sont pas forcément tous disponibles. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se construire. Nous, notre objectif, c'est d'être prêt au 1er janvier 2022, lors de l'application de la loi, de manière... Donc on est en train de faire évoluer effectivement nos systèmes informatiques. Mais c'est un enjeu aujourd'hui assez fort, parce qu'on est obligé de revoir complètement nos bases de données. Merci beaucoup. Isabelle Pellegrin, vous apposez le logo sur vos produits. Quels produits et quelle communication faites-vous autour ? Donc, j'ai développé une boutique de producteurs sur le lycée agricole de Carpentras, où nous avons des agriculteurs qui sont également certifiés HVE comme nous, et qui appose donc le logo avec le petit papillon. Alors je dis le petit papillon parce qu'en fait les clients qui viennent à la boutique souvent sont interpellés pas par le logo mais par le petit papillon qui figure sur le logo et qui nous aide ensuite à communiquer. Donc moi j'appose ce logo sur les raisins de table, les pommes, les cerises et également les pois chiches. Et prochainement donc sur les produits transformés, jus de pomme, jus de raisin, nectar de cerise. Et nous avons le logo apposé sur l'AOP Ventoux, puisque le rosé est élaboré 100% cuvée HVE avec d'autres viticulteurs de la coopérative Ronéa. Et ce logo, c'est vrai qu'il y a des personnes qui le regardent, qui restent interrogatives. D'autres posent davantage de questions en nous demandant à quoi ça correspond et par rapport à l'agriculture biologique, quelle est la différence. Mais surtout, par rapport à tout ce que j'ai entendu, ce que je voulais dire, avant tout, nous formons des apprenants. Et la base, ce sont les jeunes, ces nouvelles générations qui vont arriver en tant que consommateurs, puisque pour le moment, ils sont consommateurs, mais pas forcément de produits locaux, puisque ce sont souvent les parents qui réalisent les achats et puis ensuite cuisinent les produits. Mais donc, ces apprenants que nous formons, ce sont nos porte-paroles. Alors, peut-être sur une classe de 25, il n'y en aura peut-être que 2 qui vont rentrer chez eux et parler de la certification haute valeur environnementale à leurs parents, mais c'est déjà 2. Et petit à petit, ces générations, on va donc les retrouver sur le marché du travail, consommateurs, parents, et la communication va se faire par ce biais-là. Alors certes, ça risque d'être un petit peu long et il faut aller assez vite, mais malheureusement, on ne peut pas aller plus vite que le temps. Et nos apprenants reçoivent les informations sur nos établissements agricoles. Et donc, à mon sens, c'est très important aussi de leur faire confiance. Merci beaucoup. Monsieur Briand, du côté des producteurs de tomates, quelle communication faites-vous ? Est-ce que vous apposez le logo pour ceux qui sont déjà certifiés ? Comment ça se passe ? Alors oui, pour
au jour d'aujourd'hui, on communique sur HVE, sur tous les conditionnements qui sont prévus pour le consommateur final, donc tout ce qui est barquette, principalement, et aussi pour les conditionnements prévus par le biais de nos clients, toutes les marques de distributeurs, puisque au jour d'aujourd'hui, la production et la distribution jouent le jeu de la haute valeur environnementale. Merci beaucoup. Anaïs Alcover, est-ce qu'il y a une communication particulière qui est faite au sein de votre entreprise sur la HVE, ou qu'est-ce que vous imagineriez pour améliorer les choses? Alors, au niveau de la communication sur les HVE, nous, on communique en fait en B2B pour la partie grossiste, donc avec nos donneurs d'ordre, enfin qui sont en fait nos clients, donc soit de la RHD, soit de la GMS. Et derrière, quand on a des clients sur nos bureaux d'achat qui eux sont plus GMS, là on peut apposer le logo pareil sur le marketing qu'on fait sur les envois sur nos colis. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Audrey Pifadi-Durieux, les arboriculteurs, est-ce qu'ils apposent le logo? Est-ce qu'il y a une communication particulière qui est faite? Alors pour l'instant, au niveau de la communication, on n'en a pas fait. Le logo, il n'est pas franchement encore apposé, si ce n'est pour ceux qui font un petit peu de vente directe. C'est là pour l'instant, on va dire, le principal intérêt pour eux d'être HVE. De pouvoir l'afficher comme ça. Sinon, après, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de communication, puisque c'est comme vous disiez, c'est de la communication business to business. En fait, ça reste au niveau des metteurs en marché et on ne va pas forcément toujours jusqu'au consommateur final, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait communiquer au consommateur final? Là, je pose la question à la table ronde entière. J'avais entendu au début, en début d'année, qu'il y aurait des communications sur spot publicitaire télévisuel ou radio sur la HVE. Je ne sais pas où ça en est. Si je peux me permettre, la façon dont j'ai trouvé pour communiquer sur la certification HVE, autre que par la boutique de producteurs, parce que ça reste un lieu convivial où on prend le temps d'expliquer quand on nous pose des questions. Nous avons, depuis plusieurs années, avec le syndicat mixte d'aménagement du Mont Ventoux, nous participons au festival Ventoux et nous mettons en valeur nos pratiques et nos cultures par le biais de cueillettes libres dans les vergers, ce qui s'inscrit aussi dans les projets alimentaires territoriaux. Et par ce biais-là, nous rencontrons tout type de personnes, de publics, de tous les âges, qui nous posent, dans le cadre de leur cueillette, nous posent beaucoup de questions. Et c'est l'occasion de glisser le petit mot HVE pour les interpeller. Et par ce biais-là, on arrive progressivement aussi à communiquer. Et la deuxième chose, l'établissement est aussi acteur sur la plateforme AgriLocal 84. Et pour pouvoir répondre aux besoins des collectivités, il y a donc les signes qui apparaissent dans les messages que nous envoyons quand nous proposons les produits. Et par ce biais-là, depuis 2 ans, l'exploitation a obtenu des marchés supplémentaires parce que les collectivités, entre autres dans le Vaucluse, ont été sensibilisées et sont à la recherche de cette certification HVE. Oui, Lucie. Pour répondre à la question de la communication, il y a l'association HVE, donc, qui est l'association nationale en charge de la certification, qui planche en fait sur la communication. Il y a des groupes de travail là qui ont été définis la semaine dernière ou cette semaine, je crois, avec notamment justement la question de spots publicitaires, mais aussi la question de qu'est-ce qu'on passe comme message aux consommateurs en fait. Donc il y a une dizaine de groupes de travail qui sont en cours et comme pour tout, des recherches de budget derrière pour après mettre en place ce qui aura été décidé dans le cadre de ces groupes de travail.
en complément, et tout à fait dans ce qui vient d'être dit, il y a une volonté aujourd'hui du ministère de développer une communication sur HVE et sur le logo, avec une énorme difficulté de dire sur quoi on communique. Et là, c'est sur quoi on communique simplement. Alors après, et c'est là où nos systèmes publics, officiels, administratifs sont toujours en retard d'une guerre, c'est que Carrefour, Leclerc, Intermarché, ils ne se sont pas posé la question. Eux, ils communiquent sur le logo, ils le mettent en avant et ils ont un impact 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus fort, sauf qu'ils n'expliquent pas le message derrière. Et ça, c'est là le risque que vous allez dire que je radote un peu, parce que ça fait la troisième fois que je le dis depuis ce matin. Le risque, c'est que on balance ce logo dans la nature commerciale, on le met à côté dans les livrets de foire au vin, etc. Alors, il y a 3 lignes pour expliquer dans les cahiers de foire au vin, tous l'ont vu, parce que ça a été relativement mis en avant. Mais il va y avoir à un moment donné comment on définit un message et quel message on passe. Et là, j'avoue que ça ne va pas être simple. Jean-Jacques Baliquian. Oui, moi, ce que je pense, c'est que l'intérêt, c'est d'éviter l'éparpillement de cette multitude de cahiers des charges qui ont existé dans le passé sans qu'aucun ne puisse vraiment convaincre. Je parle notamment de tout ce qui est lutte raisonnée, agriculture raisonnée et autres. Et je pense que l'idéal serait qu'il n'y en ait plus qu'un et de communiquer sur le fait qu'il est officiel, soutenu par les pouvoirs publics et qu'on ne parle plus que de ça, la bio et l'HVE, quoi. Et qu'ensuite, il y ait vraiment des moyens qui sont mis en œuvre et que les agriculteurs se l'approprient, communiquent de leur côté, mais également, il faut absolument que les metteurs en marché également jouent le jeu, quoi. Nicolas Garcia. Non, juste, moi, sur la communication, en fait, il y a 2 sujets. Le premier, c'est comment on véhicule le logo. Parce que finalement, c'est lui le fer de lance et c'est le signe de reconnaissance pour le consommateur. Et ça, pour moi, le produit reste le premier ambassadeur et le premier vecteur de communication. Et ça, on a tendance à l'oublier, à parler de... Effectivement, le deuxième sujet, c'est comment on l'explique. Effectivement, c'est là où... peut-être la communication plus institutionnelle qui va passer par du média, mais dans un premier temps, on l'a dit tout à l'heure, le HVE, c'est une démarche qui est jeune et qui est encore peu connue. Donc dans un premier temps, il faut créer une offre. Aujourd'hui, il existe une offre, mais elle est quand même très récente. Honnêtement, quand on regarde dans le rétroviseur, ça a commencé il y a 3 ans, 4 ans maximum. Voilà. C'est la loi Egalim qui a mis le HVE en avant. Comparativement à d'autres démarches, donc dans un premier temps, j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait une offre qui soit existante et que le logo soit véhiculé. Et effectivement, en parallèle de ça, il faut essayer de voir collectivement comment on peut expliquer le HVE, quelle est la démarche et dans quel état d'esprit se positionnent les agriculteurs quand ils se lancent là-dedans. Alors cette explication, c'est vrai qu'elle est très difficile. D'ailleurs, on a vu qu'en horticulture, justement, les acheteurs comprennent mieux ce qui est plante de France que ce futur logo. Donc peut-être que s'il y avait plus de communication, vous auriez peut-être plus d'adhérents, de candidats à HVE. Oui, mais... Est-ce que pour vous, c'est un frein, ça, pour l'instant, pour faire adhérer les producteurs? C'est un frein, mais c'est aussi pour véhiculer le logo qu'on a un frein. Ce que j'expliquais sur les bouquets, en fait, qui sont après reconditionnés. Donc, il faut que les fleuristes jouent le jeu. Et il y a parfois des mélanges, en fait. Donc, on est quand même la filière fleurs coupées et une balance commerciale déficitaire. Donc, on a une très forte importation de l'étranger. Donc... c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis plutôt en avant le label Fleurs de France avec une production française. Mais effectivement, une communication, ça ferait bénéficier à tout le monde. Donc c'est un effet de levier. Mais nous, on a vraiment ce problème de comment on arrive à mettre le logo jusqu'au bout, qu'il arrive jusqu'au consommateur. C'est du packaging en fait. C'est plus un problème packaging que... Mais lié au produit, parce qu'on fait des bouquets mélangés en fait. Après, il peut y avoir
de la rose qui vient d'ailleurs, de la pivoine d'ici. Donc comment... Oui, juste, vous soulignez un des points qui est une des difficultés de HVE, c'est que c'est un signe franco-français. Contrairement au bio qui est un signe européen. Donc on n'a pas d'équivalence aujourd'hui sur des produits importés qui pourraient... Alors, je ne dis pas que c'est un défaut et que c'est un problème, mais en tous les cas, ça limite un certain nombre de choses, notamment si vous travaillez avec des matières premières importées mélangées à des matières premières françaises. Le HVE n'a plus, on l'a vu tout à l'heure, on peut être issu d'une exploitation HVE, mais à partir du moment où il y a 90% ou 95% qui sont issus des... Donc ça, c'est un de nos problèmes. Et puis, je souriais sous le masque, donc c'est très pratique. Je repensais au PowerPoint qu'a présenté Emmanuel en entrée, et des items qui sont les items de HVE. Mais quand vous regardez ça, allez expliquer aux consommateurs l'IFT. J'adore. Va expliquer à un consommateur qu'on a baissé l'IFT. Alors déjà, avant qu'ils comprennent ce que c'est l'IFT, mais enfin, si vous regardez, alors on va essayer de mieux gérer l'eau. Enfin, si vous regardez les items, à part quand vous lui dites on va planter des arbres en plus ou on va laisser de l'enherbement, ça il comprend. Mais quand vous prenez les items pour communiquer, on rame, hein. Mais le fait que ce soit français, est-ce que ça ne répond pas aussi à une demande actuelle? Est-ce que ça ne peut pas aider justement ce label à se développer? Je crois que de toute façon, je l'ai dit plusieurs fois, le label, il se développera parce qu'il y a des consommateurs qui l'achèteront. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'on voudra le faire. Il faut qu'on arrête de croire, y compris d'ailleurs, c'est le message que je porte dans la bio. La bio, ça explose, ce qui contrarie les bio historiques d'ailleurs. Explose parce qu'à un moment donné, la grande distribution a compris qu'il y avait une attente sociétale, répond à cette attente sociétale, et donc la demande se crée et la production suit la demande. Sur le HVE, le phénomène il sera identique. Aujourd'hui, il y a une demande qui s'est créée d'un côté des professionnels par la loi Egalim, où on leur a dit les enfants, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des problèmes, et de l'autre côté, par la grande distribution qui se dit « Ah, tiens, j'ai découvert qu'il y avait ce truc un peu intermédiaire, j'arrive pas à répondre avec le bio, donc je vais demander ça. » Sauf que toute cette machine, elle est en train d'un peu nous échapper. Elle a l'avantage, rappelez, d'être plutôt franco-française, donc c'est vrai que ça favorise plutôt notre production nationale, et là-dessus, on peut être que content. Mais attention que le monstre ne nous échappe pas, quoi, ne nous explose pas la figure. Didier parlait tout à l'heure du zéro phyto. C'est une piste non officielle, hein, puisqu'elle est une démarche privée qui, par contre, actuellement, est en train de prendre de l'ampleur. Là aussi, il va falloir faire très attention à ce qu'on appelle un zéro phyto. Zéro résidu, tu as tout à fait raison, je n'ai pas pris la bonne expression, zéro résidu de produits phytopharmaceutiques. Qui, par contre, là, est un message assez facile à faire passer au consommateur et assez facile à être compréhensible par le consommateur. On lui dit, il y a zéro résidu. Bon. Et là, il dit, alors c'est du bio. Et on a tout gagné. Alors, on avait une question pour Monsieur Thévenet, donc, qui a parlé des contrats tripartites. Intègre-t-il des exigences sur la HVE? Et une deuxième question, sur quels produits particulièrement arrivez-vous à trouver des produits HVE dans notre région? Alors, donc comme je vous disais, les contrats tripartites, on a mis ça en place récemment, en fait, l'année dernière. Aujourd'hui, on n'a pas d'exigence spécifiquement sur la HVE qui soit mentionnée dans le contrat de base. Par contre, on adapte le contrat en fonction producteur par producteur, en fonction s'il est effectivement dans une démarche CE2, s'il est dans une démarche HVE en conversion bio. On a eu déjà des résultats, quelques résultats très encourageants. On a lancé par exemple un premier contrat tripartite. Le premier qu'on ait signé, c'était avec un producteur de lentilles dans les Yvelines. Et la première année, il était capable de s'engager sur 7 tonnes parce qu'il réimplantait les lentilles dans les Yvelines. Et le fait qu'on s'engage et que auprès du producteur, ce soit Sodexo qui s'engage et lui donne une garantie de débouché, ça lui a permis de fédérer 20 autres agriculteurs, toujours dans les Yvelines, et donc de développer des nouvelles plantations de légumes secs. Et cette année, on a pu s'engager sur 15 tonnes de lentilles avec eux, avec 4 tonnes en conversion bio, 1 tonne en bio, 2 tonnes en HVE. Donc en fait, c'est vraiment
de pouvoir accompagner nos producteurs et de donner cette visibilité. Donc on pense que ça fait vraiment du sens. On a signé des premiers contrats tripartites aussi dans la région. Pour l'instant, on a surtout axé cette démarche sur les fruits et légumes première gamme et sur les légumineuses. Et aujourd'hui, dans la région, donc on est en train de signer des nouveaux contrats. Là, le dernier qu'on ait signé, c'était sur du melon HVE, par exemple. Très bien, merci. Nous arrivons à la conclusion de notre table ronde. Donc, on retient qu'on a un gros chantier à faire de communication, mais que la HVE dont le développement est imposé par la loi EGalim, est quand même vecteur d'une dynamique d'évolution des pratiques qui embarque pas seulement les pionniers, mais finalement toutes les filières dans leur ensemble. On a bien compris la difficulté de certifier l'ensemble de l'exploitation, et c'est bien tout l'enjeu de cette certification, et de l'adapter aux productions animales et pour les exploitations polyculture élevage qui concernent moins notre région, mais quand même aussi. Voilà. Et on a bien compris la complexité que c'était pour l'ensemble en fait de la filière, de l'amont à l'aval, mais que tout le monde est en marche pour s'approprier ce nouveau label. Je remercie l'ensemble des participants à cette table ronde et merci pour la qualité de vos interventions. Et Monsieur Vogt va conclure. Enfin, oui, Monsieur Vogt. Ah oui, il est en visioconférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai été j'ai beaucoup apprécié l'ensemble des échanges. Il y a eu quelques remarques qui m'ont un petit peu fait réagir, et notamment les remarques de M. Nalès dans ses craintes par rapport à la différenciation qu'il peut y avoir et les confusions qu'il peut y avoir entre bio et HVE. Mais avant dans ces remarques-là, je pense que ce qui est important à dire, c'est qu'il y a un vrai engouement et une vraie prise de conscience de l'intérêt de HVE pour l'agriculture, en tout cas vauclusienne. On est passé d'une centaine de dossiers il y a 2-3 ans à plus de 350 en 2020, et on a quasiment 400 domaines déjà engagés pour 2021. Donc, ça montre bien de l'intérêt de la démarche. Et de ce côté-là, je rejoins M. Nalès, c'est que la distribution, alors je ne mets pas que la grande distribution, mais la distribution dans son ensemble, franco-française, je suis d'accord avec ça, a pris la mesure de ce que pouvait représenter une certification type HVE. Et je pense même que c'est peut-être la distribution qui a pris encore plus conscience rapidement que la production en général, parce qu'il y a une vraie demande effectivement de traçabilité de la part du consommateur. Mais c'est là où je ne suis pas trop d'accord avec M. Nalès dans la confusion, dans le risque de la confusion des genres. C'est qu'aujourd'hui, même s'il y a eu une progression très importante de la demande du bio, la distribution est consciente que le bio ne peut pas couvrir l'ensemble de la demande. Aujourd'hui, le bio, c'est moins de 10% de la SAU française. C'est pour la filière viticole un peu plus dont je fais partie, c'est 30%, mais ça reste très insuffisant pour pouvoir couvrir la distribution. Mais en face de cela, il y a cette demande sociétale d'avoir une certaine traçabilité, d'avoir une garantie que l'agriculture est saine et bonne pour les consommateurs. Et la démarche et la certification amène cette garantie. Certes, il y a un risque de confusion peut-être au départ par rapport à cette problématique de phytosanitaire, mais je pense que c'est du ressort de l'administration et de l'ensemble de la profession
de bien veiller à ce qu'il n'y ait pas d'antagonisme entre les deux et qu'on ne mette pas en opposition le bio et le HVE. Et ce qui permet justement ce passage de témoin, je dirais, c'est l'aspect biodiversité. La biodiversité qui aujourd'hui n'est absolument pas prise en ligne de compte dans le bio, et c'est un plus que la HVE peut apporter. Donc, je pense que HVE est sur la rampe de lancement et que la réussite de cette certification et ne dépendra pas de l'acceptation du consommateur, mais de ce que la profession voudra lui donner comme moyen. Alors, je suis content que une exonération d'impôt va être mise en place, mais ça fait déjà longtemps qu'on la demande et j'aimerais qu'elle soit à la hauteur de ce qu'on peut avoir au niveau du logo AB. Mais ça montre bien qu'il y a une dichotomie entre la volonté du gouvernement à ce qu'on réponde justement avec j'ai perdu le terme, mais avec la demande qui a été faite depuis le nouveau gouvernement pour accentuer la démarche vers le côté environnemental et la difficulté à avoir des aides de l'État pour que cette transition se fasse le plus rapidement possible. Donc voilà, moi je suis très confiant dans le HVE. Alors je suis désolé de ne pas avoir été présent avec vous ce matin, mais j'ai dû remplacer la présidente qui n'était pas disponible et j'ai une mise en bouteille ce matin, donc voilà, je ne pouvais pas être parmi vous, je le regrette bien. Si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir, mais je sais que les problèmes de connexion risquent de s'y opposer. Je vous écoute. Oh ben, Thierry, je ne sais pas si tu m'entends, c'est André là? Oui, je t'entends. Oui. Il y a un décalage, mais je t'entends. Bon, d'accord. Ce que nous faisons sur nos exploitations, ou sur lequel il y a encore beaucoup de marge de progrès, à un moment donné, il faut pouvoir le valoriser, l'authentifier. Et le logo HVE, même s'il y a sûrement encore beaucoup de choses à faire évoluer, parce qu'effectivement, on voit bien que ça marche bien pour certaines productions, et quand on est sur des exploitations qui sont relativement, sur un nombre de cultures relativement limité, en particulier sur la viticulture, mais dès qu'on s'éloigne, qu'on va vers la polyculture, ça devient beaucoup plus compliqué. Si on y mélange de l'animal et du végétal, c'est encore un peu plus compliqué. Donc effectivement, il y a de travail, mais on est dans la construction. Et je crois que le référentiel HVE, je crois que la manifestation de ce matin doit permettre de faire rentrer un certain nombre d'éléments, de mettre un certain nombre d'éléments sur la table pour qu'on puisse, au niveau national et en relation avec ce qui se passe sur le terrain, faire évoluer. Parce que oui, on a besoin de faire reconnaître que notre agriculture avance et se préoccupe d'un certain nombre de thématiques environnementales et la qualité de ses produits. Il ne faut surtout pas vouloir opposer les systèmes. Ce qu'il faut, c'est rassembler ces compétences, poursuivre nos travaux d'innovation pour trouver des solutions moins impactantes, arriver à les diffuser sur le terrain. Le plan de relance va nous permettre effectivement d'accélérer certaines transitions que nous devons faire sur nos exploitations et permettre aussi une résilience des exploitations parce que les événements climatiques et les crises économiques qui se succèdent et s'enchaînent quelquefois de façon rapide nous amènent à repenser beaucoup de choses. Donc si on reste sur un système trop resserré, on est hyper vulnérable. Donc tout ça, et le fait qu'on soit sur plusieurs systèmes sur des exploitations, ça amène aussi à la biodiversité. Donc tout ça converge pour qu'on puisse, je dirais, avancer de façon constructive pour l'avenir. Et notre agriculture, et permettez-moi de conclure mon propos en disant qu'effectivement, si on a voulu Medagri Tech & Bio online, Medagri Tech & Bio qu'on a transformé online cette année, c'est parce que oui, dans cette région, il se fait énormément de choses qui ne sont pas connues. Et s'il n'y avait pas Medagri, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut se rappeler ça. Les chambres d'agriculture, on a voulu une manifestation comme celle-là, qui a dû s'adapter au contexte, mais que nous allons poursuivre, et que j'espère que 2022, on pourra se retrouver sous une forme plus traditionnelle, tout en gardant la partie innovante de cette année, parce que la conférence de ce matin, elle sera revue dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Et qu'effectivement, on pourra revenir sur le propos que vous avez pu tenir et peut-être mesurer
le chemin qu'on va parcourir dans les mois ou dans les années à venir. Merci à tous pour votre participation. Merci à Marité et à Frédéric d'avoir animé cette table ronde. Et je vous donne tous rendez-vous en 2022, en espérant que ça puisse être autour d'un verre. Parce que ma grande déception depuis 3 jours, c'est de ne même pas pouvoir boire un verre, si ce n'est une bouteille d'eau de temps en temps. Mais enfin bon, on a tenu, on y est, on va continuer et on va gagner. Merci à tous.